Pas mal. Salut petits artisans alcooliques, c'est Tao de Cité d'Orge. Aujourd'hui, on est un peu dans la merde. On a une bière encore en train de fermenter qui devrait être servie à Noël, dans 7 jours. Comment faire? On va le découvrir dans cette vidéo. Allez, générique. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a environ 10 jours, j'ai brassé une bière de Noël en retard en me servant de ChatGPT. La vidéo est dispo ici, je vous conseille de la regarder pour mieux comprendre celle-ci. Le gros problème qu'on a sur les bras, c'est que la bière n'a pas terminé sa fermentation primaire. Elle est encore en train de faire des petits pets de CO2 de temps à autre, et si je veux qu'elle soit prête d'ici 7 jours, il faudrait que je l'ai embouteillée il y a au moins une semaine pour que la refermentation en bouteille soit terminée aussi. Que faire? Est-ce qu'on va juste accepter de ruiner Noël? Oh que non. J'ai un plombé dans ma besace, mais bon, on va quand même commencer par faire des reproches à ChatGPT. Allez, c'est parti. Salut Chatty, tu te rappelles, il y a environ 10 jours, tu m'avais fait faire une recette de bière de Noël. Oh là là, le vent qui me met, il se rappelle même pas. Ah ben bravo. Bref, ma bière dans le fermenteur bulle encore. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Noël est dans moins de 8 jours. Est-ce que je devrais quand même la mettre en bouteille maintenant? Ouais, alors il a pas l'air trop chaud là. Il me dit qu'il y a un risque de surpression dans les bouteilles, que le goût est non finalisé, que j'ai meilleur temps de mesurer la densité, de faire preuve de patience, ce à quoi je suis pas très bon. Il me dit aussi que je peux augmenter un petit peu la température et que je peux mettre en bouteille à la dernière minute. Bon, en gros, il me dit de pas le faire, quoi. Mais si je la mets en bouteille et que je rajoute un peu moins de sucre, ça devrait le faire, non? Ah, au début, il me fait croire qu'il y croit un petit peu, mais il me dit quand même que ça peut partir en sucette assez vite. Bon, en gros, il veut que j'attende, quoi. Bon, force est de constater qu'il ne dit pas que de la merde. Il a bien insisté pour que je ne l'embouteille pas dans l'état. Et il a raison. Même quand j'ai commencé à négocier que je mettrais moins de sucre et tout ça, il est resté droit dans ses petites bottes numériques. Mais bon, on va profiter qu'il n'ait pas encore accès à ma webcam pour le faire quand même. À titre expérimental, pour que vous puissiez voir ce que ça fait aussi. Par contre, je ne vais pas prendre le risque de gâcher toute ma bière comme ça. On va faire 4-5 bouteilles pour la science, et le reste, on va faire de la carbonatation forcée. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la carbonatation forcée, c'est le fait de forcer le CO2 dans le liquide sans passer par une refermentation. Donc là, on n'ajoute pas de sucre, mais par contre, on laisse un fût connecté à une bonbonne de CO2 qui va pousser du gaz dans le liquide petit à petit. Pour force carbonater une bière, il existe plusieurs manières. On peut y aller au bazooka et carbonater un fût en 30 minutes, ou alors à la manière douce, et ça prendra 4-5 jours. J'ai prévu une vidéo complète pour tout expliquer sur la carbonatation forcée, alors n'hésitez pas à vous abonner. Eh ouais, auto-promo. Alors, pour faire de la carbonatation forcée, il nous faut un peu de matos par contre. Il nous faut du CO2, un manomètre et un fût qui peut gérer la pression. Pour aujourd'hui, on va utiliser un keg oxybar de 8 litres de chez Kegland. Et le reste, on va mettre en bouteille. Une fois que ce fût sera carbonaté, je ferai un embouteillage à compte pression à la veille de Noël. Ah oui, je vous ferai un short, promis. Ça, c'est le fameux fût oxybar. Vu qu'on a 12, on va remplir ça et quelques bouteilles de bière. Bon, on se met au travail? On va commencer par désinfecter ce truc. On secoue bien le tout et ensuite on va le vider via du CO2. Pourquoi? Parce que le but c'est qu'ensuite toute la bonbonne soit remplie de CO2 pour que le liquide qu'on mette là il rentre le moins possible en contact avec l'oxygène. Je vais aussi faire passer du stérilisant dans le tuyau et pour ce faire je vais connecter ça à une bonbonne. Donc là je vais profiter d'avoir une petite bonbonne pour profiter de pousser le liquide avec le stérilisant à travers le tuyau. Donc le jaune c'est la bière, ok, et le rouge c'est le gaz, voilà. Donc là, je vais pousser le liquide dans le tuyau via le gaz avec lequel je suis en train d'appuyer dans le fût. Là, ce fût est quasiment vide. Ça, je vais garder pour désinfecter mes capsules. Donc normalement, là-dedans, c'est plus que du CO2. Un tout petit peu de désinfectant que je vais vider quand je vais ouvrir la bouteille. Comme je disais, l'idée, c'est qu'on n'ait pas trop d'oxygène qui vienne se mélanger ensuite avec la bière qu'on va mettre dedans. Maintenant, je vais faire un truc que j'avais pas montré. Je l'avais fait, mais j'avais oublié de le mettre dans le montage. Ici, il faut désinfecter cette partie-là. On ne sait pas exactement ce qui a touché, quelles sont les bactéries qui sont mises autour. Il ne faut pas oublier de mettre du spray, de l'alcool ou quelque chose comme ça. Pour que ça, cette partie-là, qui a été en contact avec l'air tout ce temps, elle soit propre. Elle est où ma bombe? Ah, elle est là. Donc là, petit coup de spray. Je vais d'ailleurs tourner le robinet comme ça on verra mieux. Alors je suis désolé, je vais devoir le mettre comme ça. On le verra pas avec la caméra en face, mais sur celle-là on verra, j'espère. D'abord, on va
récupérer un petit peu les premières gouttes de bière qui seront pas forcément les meilleures. En plus, d'ailleurs, il y aura un peu de cet alcool pas bon dessus, donc on va mettre un tout petit peu dans un verre pour goûter et prendre la densité finale. Donc ça, c'est notre échantillon que je vais mettre ici. Et maintenant, on va vider le petit stérilisant qui reste et commencer à remplir directement les 8 litres. Donc là, le CO2 s'échappe, je vide le stérilisant et je commence à remplir. Ne pas oublier d'enlever le barboteur avant, parce que sinon ça va aspirer le liquide. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un appel d'air qui se fait en haut, mais tout ça, c'est du CO2. Donc normalement, l'air, il va venir dessus comme ça. A priori, normalement, il ne devrait pas y avoir beaucoup de contact avec de l'oxygène. Je suis désolé pour cette cam, hein, vous n'allez rien voir là-dessus, mais celle-là, peut-être un petit peu plus. Le stérilisant juste devant, le con. Voilà. Ça sent un peu la bière de Noël, hein. Franchement, ça a l'odeur que ça devrait avoir, je pense. C'est toujours dans ces moments-là qu'il va y arriver des malheurs, je le sens. Je vais mettre juste là, ça, on va enlever. Comme ça, vous voyez l'accident. On espère que ça se passe bien. Alors, le truc, c'est que le moins il y a de place pour de l'oxygène, le mieux c'est, hein. Maintenant, il me reste encore de quoi faire quelques bouteilles sur lesquelles on va se lancer de suite. Ces trucs de bac à fleurs, c'est vraiment cool si jamais. Je vous conseille. Pour les mises en bouteille, ça aide toujours. Alors, l'encapsuleur de la mort, là. 5-6 capsules qu'on met dans le stérilisant. Ce que je vais faire maintenant, c'est ajouter du CO2 dans ce truc. Ça va juste permettre déjà d'éviter qu'il y ait de l'oxygène. Donc là, j'ai mis une barre. Voilà. Le but de l'opération, c'est simplement que s'il restait de l'oxygène là, qu'il n'ait pas le temps de se mettre dans la bière et d'oxyder la bière. Je reviendrai évidemment un jour sur toutes les raisons pour lesquelles l'oxygène, c'est pas bon pour la bière. Basiquement, ça l'oxyde. Il y a des styles qui sont plus oxydables que d'autres, c'est vrai. Genre une New England IPA par exemple, c'est très très fragile. Mais par contre, une porter, c'est vraiment pas important. Mais on a quand même toujours envie d'éviter les contacts avec l'oxygène. C'est jamais bon pour la bière. Plus on peut les éviter, mieux c'est. Donc là, j'ai juste mis sous pression. On est sûr que c'est que du CO2. Pour le moment, on peut laisser ça comme ça. Et à la fin de la vidéo, on regardera à quelle pression on doit mettre cette bonbonne qui poussera du CO2 dans le liquide au fur et à mesure du temps. Bon, on fait les bouteilles. D'abord, petite goutte de bière. Hello, notre petite mesurette à sucre. Ah, voilà. Cette fois, on mettra le sucre avant. Merci Étienne. Tu reconnaîtras, il m'a fait la remarque très intelligente de me dire « Ah, mais mettre le sucre avant, c'est plus facile. » Ce qui est absolument vrai. C'est parti comme ça. J'avoue que ça mousse quand même pas mal. Pour l'expérience extrêmement scientifique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir ces bouteilles-là qu'on va ouvrir 24 ou le 25, le jour de Noël, pour voir si, avec ce sucre-là et la fermentation, ça aura fonctionné, ça aura fait une bière correctement mousseuse. Et puis, je vais aussi en faire d'autres avec un peu moins de sucre, pour voir si ça va compenser le fait que ça continue à fermenter là-dedans. Et je vais en faire encore une ou deux autres que je vais garder 3 mois pour voir si au final on finira avec des geysers ou pas. Donc 2 bouteilles de chaque. 2 bouteilles sucre normal qu'on ouvre le 25 ou le 24. 2 bouteilles un petit peu de sucre qu'on ouvrira dans 3 mois et 2 bouteilles sucre normal qu'on ouvrira dans 3 mois. Comme ça on aura un peu de tout. Je tiens juste à préciser que quel que soit le résultat, ça veut rien dire, hein. Ça veut pas dire que c'est une bonne idée de faire ça, hein. En fait on sait même que c'est pas du tout une bonne idée de faire ça si jamais. Donc ça, c'est les 2 normales. Et ça, c'est les 2 demi-sucre. Ça, typiquement, de les verser comme ça dans le verre, c'est le meilleur moyen d'avoir le plus de contact possible avec de l'oxygène. Donc c'est pas cool. En vrai, c'est pas cool. En tout cas, faut pas en faire des bières de garde, ça c'est clair. Mais quand on commence à brasser, c'est suffisant. Puis après, de toute façon, brasser, c'est ça, hein, c'est améliorer le processus à chaque fois un petit peu. Faut pas que je les mélange, je sens déjà que je vais les mélanger. Voilà. Ça, c'est demi-sucre. Et ça, c'est sucre normal aussi. C'est là qu'on est content d'avoir un petit bac, hein. Putain, mais ça fait toujours tellement les boules. Ça, c'est les demi-sucres. Demi-sucre. Bon, je déblaye un petit peu tout ça. Un petit scotch sur les 2 demi. Vous vous rappelez, j'avais dit que je ferais un épisode sur les étiquettes. Je vais faire, hein, pas oublier. Là, en ce moment, je suis en mode flemme, je fais plus trop d'étiquettes, mais je me réjouis d'en refaire. Et on va écrire demi-sucre d'ailleurs. Et les autres, on va quand même juste écrire bière de Noël dessus. Donc, comme j'ai dit, ces 2-là, je les ouvrirai le jour de Noël et on les fera goûter aux gens. Ces 2-là, je sais pas encore.
Et ces deux-là, on les ouvrira dans 2 mois. Donc quand elle sera au pic de son goût, on ouvrira celle-là, on verra si ça fait un geyser ou pas. Et celle qu'on a ouverte à Noël, normalement, elle ne devrait pas avoir le temps de faire un geyser. Donc ça devrait être ok. Sans pour autant savoir si ça sera bon. Hein. Ça, que ce soit bon, ça sera encore un autre débat. On est prêt pour l'outro. Donc on a ces 8 litres là. Et il va falloir décider combien on va pousser de CO2 dedans pour que petit à petit ça rentre dans le liquide. Il faut savoir une ou deux petites règles avec le CO2. Premièrement, plus le liquide est froid, plus le CO2 rentre facilement dedans. C'est pour ça que vous aurez plus tendance à avoir des bières qui moussent quand il fait 20 degrés et puis que votre bière elle est à 12, 13. Alors que s'il fait plus frais et que votre bière elle est autour de 4, 5, elle risque de moins mousser. Donc ça c'est normal. C'est simplement que le CO2 a tendance à plus facilement sortir des liquides à température plus élevée. Donc il existe des tableaux qui indiquent exactement à combien de degrés il faudrait pousser combien de gaz pour obtenir un certain niveau de volume de CO2 par litre de liquide. Donc plutôt que de vous embrouiller avec tout ça, je vais prendre un petit livret que je dois avoir quelque part par là. J'imagine bien que vous n'arrivez pas à lire parce que même moi tout près j'ai de la peine. Mais en gros, ce genre de tableau, ça vous donne l'information directement. Donc si vous dites j'aimerais à peu près 2,4 volumes de CO2 par litre, qui est l'équivalent d'une pale ale par exemple à peu près. Vu que cette bière-là, elle a théoriquement pas fini de fermenter, je vais la laisser à 20 degrés. Si je la mets au frigo, j'aurai besoin de pousser avec moins de gaz. Mais malheureusement, les levures qui sont dans la bière, elles n'auront pas le temps de finir leur travail. Donc on a meilleur temps de la laisser à 20 degrés et pousser plus fort avec le CO2. En tout cas, c'est ce que moi j'ai prévu de faire. Donc 2,4, si on se met à 20 degrés, on est ici à 20 à peu près, il faudra pousser à 28,4 PSI. On va même mettre 30 PSI, je pense, parce que on va perdre un tout petit peu de CO2 quand on va passer à la mise en bouteille. Quand on fait une mise en bouteille sous pression, l'idéal évidemment c'est de perdre le moins de CO2 possible, mais on en perd toujours un petit peu. Donc mon conseil, c'est de surcarbonater un tout petit peu, refroidir la bière à 1 degré, enfin le plus bas que vous puissiez. Et là, comme ça, vous allez perdre le moins possible de gaz au moment de la mise en bouteille contre pression. Par contre, c'est impossible de ne pas le perdre, quoi. Toute la mousse que vous voyez, c'est du CO2 qui se serait échappé d'une manière ou d'une autre. Mais c'est pas grave, hein. Souvent, ça se voit quasiment pas. Donc, on a dit 28, 30 PSI. Donc là, on prend notre petite bonbonne de gaz, on règle sur 30 PSI, on la connecte et on laisse le tout comme ça pendant 4-5 jours. Et normalement, dans 4-5 jours, quand je reviendrai ici, ça sera rempli de gaz. Donc c'est parti, on connecte ça sur le rouge, on monte à 30 PSI, ce qui équivaut à peu près 2 bars. Hein. Et voilà, je crois que c'est bon. Si je voulais vite fait que je vous explique pourquoi ça prend 4-5 jours, c'est simplement parce que le CO2 il va arriver ici sur le dessus du fût et quand il doit rentrer dans le liquide, il ne peut pas rentrer dans du liquide qui est déjà saturé en CO2. C'est-à-dire que toute la surface qui est juste en contact avec la poche de CO2, elle est déjà saturée. Donc le temps que tout ça, ça finisse par se répandre partout, c'est ça qui prend 4-5 jours. Comme vous l'aurez compris, du coup, si on secoue tout le temps la bouteille, ça va beaucoup plus vite. Pareil, il existe des pierres perforées qui permettent en fait d'aller au milieu du liquide et de sortir via des milliers de petits trous directement des bulles de CO2 qui seront directement en contact avec du liquide qui ne sera pas saturé. Et du coup, ça permet vraiment de carbonater un fût genre en 1 heure, même moins. Je pense que le record, ça doit être 15 minutes. Peut-être même qu'on pourrait essayer de faire des records pour rigoler. Ok, je mets ça de côté. N'hésitez pas à écouter qu'il n'y ait pas de fuite. S'il y a une fuite, eh ben, dans 4-5 jours, on va être triste. Et ça serait vraiment triste qu'on soit triste dans 4-5 jours. Ah oui, on va mesurer du coup la densité finale. Pour le peu que j'ai goûté qui a coulé un petit peu sur mes doigts, j'ai l'impression qu'elle n'est pas si forte que ça. Mais peut-être je me trompe. Peut-être que ChatGPT avait raison, elle sera à 6,3. Alors, tac. On rappelle tous qu'est-ce que je fais là. Et si on se rappelle pas, faut pas hésiter à aller voir la vidéo. Faites de l'autopromo de cochon à chaque fois là. Un peu des bulles. Il faut pas qu'il y ait de bulles hein, si jamais. Donc n'hésitez pas à me mettre trop. Alors là, c'est bien. Je suis à 8,2 brix. On va checker ça sur l'ordi. Alors, Original Gravity en SG, on avait 1,59 et 8,2 brix. Et ben, on n'est pas très fort en fait. Alors, je sais pas si ça a vraiment pas du tout fini de fermenter. Et du coup, on va finir beaucoup plus haut. Mais là, on est à 5,5. Alors que Brewphaser avait plutôt estimé du 7,2. Il me semblait qu'elle n'était pas si forte. Parce que ChatGPT avait raison depuis le début. C'est fou, hein? Donc la densité initiale que Brewphaser estimait, c'était 1067. Et j'ai obtenu 1059. Et puis la densité finale que Brewphaser espérait, c'était 1013. Et j'ai obtenu 1017. Donc moins de sucre initialement déjà. Et puis
plus de sucre à la fin résiduel. Mais ça, c'est peut-être dû au fait que ça n'a pas fini de fermenter. Et si tel est le cas, eh ben, il y a une sacrée différence. Donc je vais plutôt mettre les bouteilles où j'ai mis le sucre complet dans le lavabo, au cas où ça explose. Bon bah si ça explose, au moins ça fera rire les gens. Ok, donc là elle est à 5,5 pour le moment, elle sera probablement à 5,9 pour celle que j'ai resucrée. Et sinon en termes de goût, maintenant, franchement c'est pas mal, ça a des petits arômes de réglisse, ça ressemble un peu à une Guinness un peu sucrée. Ah, c'est pas fou, hein. Pas mauvais mais c'est pas fou. Hein. Pour une bière de Noël, je mettrais un 7 sur 10. Pour une bière tout court, je mettrais un 4. Mais bon... Faut pas vendre la peau de la charrette avant de retirer les bœufs. Hein, normalement, il doit lui rester un petit peu de temps pour s'affiner. Peut-être ça sera une tuerie dans un mois. Peut-être pas, probablement pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné des pistes si vous êtes pris de court avec une bière qui fermente plus lentement que d'habitude. J'ai prévu d'autres contenus en début d'année prochaine au sujet de comment accélérer au maximum une fermentation, comment speed brasser ou encore comment speed carbonater. Ah, vous avez remarqué aussi que j'étais un impatient. Merci encore à tous et à toutes de suivre la chaîne. On est plus de 200, ça monte vite et ça fait plaisir. Comme d'hab, n'hésitez pas à commenter, ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Même si c'est des insultes, je prends, hein. Faites-vous plaisir. Et à plus, hein. Si jamais ça c'était censé être une rousse, mais elle est pas méga rousse, elle est vraiment... je vais essayer de vous la rétroéclairer. C'est une rousse qui a plus d'une année. C'est les roux là, oui? Non? Ça n'a pas l'air roux?